C'était mardi, à Tripoli, 7h10 du matin. Quelques secondes plus tôt, toute la ville a entendu la détonation. Des dizaines de kilos d'explosifs devant l'ambassade de France. Les premiers arrivés filment avec leur téléphone portable. Sur ces images amateurs, on aperçoit en bleu clair un gendarme de l'ambassade qui porte un blessé. Deux de ses collègues, en charge de la protection du site, ont été touchés. L'explosion, très puissante, a détruit le mur d'enceinte et arraché la toiture. Plus de la moitié de la construction est détruite. 8 voitures calcinées. Sur 200 mètres, toutes les vitres ont disparu. Alors que les premières forces de sécurité libyennes arrivent sur place, au milieu des décombres, un militaire français reste sur ses gardes. Quelques heures plus tard, Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, atterrit à Tripoli, accueilli par le Premier ministre libyen. Une petite délégation officielle, les chaussures dans les gravats. L'état du bâtiment de l'ambassade rappelle les attentats géants qui frappaient le Liban. La veille au soir, 2 députés français en mission d'information sur les révolutions arabes étaient dans le bâtiment. Jacques Miard et Jean Glavany. 2 heures après l'explosion, tout le personnel aurait été là. Voici ce qui devait être le comptoir pour accueillir les visiteurs. Faites attention quand même, vous allez monter, c'est assez encombré. C'était fait pour tuer. Il y a un spécialiste me disait plus de 100 kilos d'explosifs. Et heureusement, par miracle, qu'il n'y avait pas le personnel, sinon on aurait eu des dizaines de morts. Après l'attaque contre le consulat américain et la mort de l'ambassadeur en septembre dernier, après celle contre le consul d'Italie, la France, via sa représentation en Libye, est donc une cible. Cela faisait 2 ans que cela n'était pas arrivé. La dernière fois, en juin 2011, à Bagdad, une bombe explose au passage du convoi de l'ambassadeur de France. Pas de blessés. Il y a 11 ans, au Pakistan, 11 ingénieurs français de la DCN. L'attentat meurtrier de Karachi tue 11 employés français de la direction des constructions navales. Aujourd'hui, donc, la France est de retour dans la ligne de mire des terroristes. Moins de 4 mois après le début de l'intervention au Mali, est-ce une des conséquences de la guerre menée contre les djihadistes du désert? Est-ce lié à l'intervention française contre Kadhafi? Dans un pays en proie à une quasi-anarchie, on veut que la base de ce pays soit l'application de la charia, où les différentes milices détiennent chacune une parcelle de pouvoir. Nous, on assure la protection des élèves. Qui cible la France? Ça peut être la volonté de faire payer à la France. Partout, la sécurité des Français à l'étranger est renforcée. Utiliser des voitures banalisées, jamais sortir la nuit. En Libye et à Paris, reportage sur la France, nouvelle cible des terroristes. Jamal est le plus proche voisin de l'ambassade. Sa maison est juste en face. En une fraction de seconde, le souffle de l'explosion a balayé son appartement. Regardez, tout ça c'est à cause de l'explosion. C'était un attentat planifié, parfaitement organisé. Regardez mon salon dans quel état il est. C'est tout ce qui reste maintenant. Tu veux que je t'aide à ranger? Mais il n'y a plus rien à ranger. Et là, regardez les dégâts. On habitait tous ici. Regardez dans quel état est la cuisine et le couloir. Ça, c'est la chambre de ma petite fille. Elle est encore toute petite. Heureusement, elle venait de partir à l'école. Même pas 5 minutes avant l'explosion.
Et là, c'est la chambre de mes fils. Heureusement, personne n'est blessé. Mais regardez, ça aurait pu être terrible. S'il avait été là, mon fils aurait pu perdre la vue. Ses yeux seraient foutus. Ce ne sont pas des Libyens qui ont pu faire ça. Ça, je ne peux pas y croire. Les Libyens n'ont rien à voir avec ça, ni de près, ni de loin. À mon avis, c'est Al-Qaïda, ceux qui sont au Mali. Et à mon avis, c'est une réponse à l'intervention française, là-bas. Dès le lendemain du drame, dans le jardin de Jamal, les enquêteurs français sont déjà là. Comme sur une scène de crime classique, la police technique et scientifique arrivée de France recueille dans tout le quartier des indices. À quelques mètres devant l'ambassade, les constatations sont toujours en cours. Assad Mouharam est le chef d'une des Katibas, une des brigades censées assurer la sécurité du quartier. Le quartier s'appelle Al-Andalus. Sa brigade s'appelle Al-Andalus. Regardez la force de l'explosion. Un trou dans la terre. Avec une partie de ses 400 hommes, la veille, tôt le matin, il est arrivé parmi les premiers sur les lieux du drame. La voiture piégée, elle venait de ce côté-là. Et elle s'est garée ici. Les témoins disent que c'est une Audi. Et la voiture dans laquelle ils sont repartis, c'est une Golf, Volkswagen. Tout ça s'est passé pendant la relève entre nos patrouilles, vers 7h30. À cette heure-ci, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Quand je suis arrivé ici, le premier que j'ai vu ici, c'est Mahmoud, du Conseil national. Les gens se sont regroupés, on a tenté de calmer la situation. Il y avait le feu partout. Une trentaine d'heures après l'attaque, la rue ressemble toujours à un décor de guerre. Et les quelques employés de l'ambassade qui s'expriment ont eu la peur de leur vie. Ils connaissaient tous les 2 gendarmes blessés. On est choqués, on est tous choqués. Ça aurait pu être plus grave. Quand je venais à l'ambassade, j'avais toujours peur. Pourquoi? Peur que ça saute. À mes collègues, je leur disais, c'est un de ces 4, ça va sauter. Personne n'est à l'abri. Ni les diplomates, ni les fonctionnaires, on n'était pas à l'abri. Hier, c'était les Américains, aujourd'hui, c'est la France. Mais qui veut, en ce mois d'avril 2013, cibler la France? À Paris, au ministère des Affaires étrangères, c'est l'agitation. C'est depuis ce centre de crise que Didier Lebret et son équipe gèrent la sécurité des Français partout dans le monde. Ce sont ces hommes et ces femmes, par exemple, qui sont en contact, parfois quotidien, avec les familles d'otages français. Ce sont les nouvelles de Tripoli, dites-moi. Il y a quelques agents qui vont rentrer, là, ceux qui s'occupaient des visas. D'accord. Une partie du personnel de l'ambassade est rapatriée à Paris. Et Tripoli, par exemple, elle y était déjà, cette horloge? Non, ça a été allumé au moment de l'attentat. Oui. Ça a été une surprise, cet attentat? Oui, c'est toujours une surprise parce que c'est rare quand même d'avoir à gérer un acte terroriste ciblé sur une ambassade. C'est un acte extrêmement lourd de conséquences. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Depuis, tous les services de l'État sont mobilisés pour identifier les auteurs de cet attentat. Ça peut être la volonté de faire payer à la France son soutien à la révolution et à l'action conduite contre le régime de Kadhafi. Ça peut être aussi, ce qui paraît logique, je dirais des mesures de rétorsion contre l'engagement français au Mali, de groupuscules djihadistes présents en Libye. Première hypothèse donc, les kadhafistes, des nostalgiques du régime. Il y a plus d'1 an et demi, aux environs de Sirte, sa région natale, le dictateur disparaissait. On le voit sur ces images, lynché par une milice révolutionnaire. Aujourd'hui,
un dernier carré de partisans du régime peuvent en vouloir à la France et à son aviation pour être intervenus militairement avec l'Angleterre contre Kadhafi. L'autre hypothèse, celle de l'attentat islamiste dans la mouvance d'Al-Qaïda, trouve son origine dans les sables et la rocaille du Nord Mali. Depuis l'offensive des militaires français contre les djihadistes qui occupaient la moitié du pays, une partie de ces fous de Dieu, montés sur pick-up, ont fui vers le nord. Vers ces zones, loin de tout, où il est facile de franchir les frontières. Ils ont fui, entre autres, vers la Libye. Certains groupes de la région, comme celui-ci, sur ce site internet, ont d'ailleurs ouvertement menacé la France ces dernières semaines. Le dirigeant de ce groupe, probablement mauritanien, a même clairement appelé à frapper les entreprises et les représentations diplomatiques françaises. Alors à Tripoli, depuis l'attentat, les Français se protègent et se font discrets. Juste après l'explosion, la plaque qui mentionne la présence d'une entreprise française ici a été retirée par précaution. Et il faut entrer pour apercevoir un drapeau tricolore. Olivier Bernos, 68 ans, travaille depuis 3 ans dans la désalinisation d'eau de mer à Tripoli. L'attaque de l'ambassade, c'est une extrêmement mauvaise nouvelle. Extrêmement mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour la Libye, c'est une mauvaise nouvelle pour les opérateurs étrangers. Ça va retarder. Car l'entrepreneur est pressé de se développer en Libye. Après un premier séjour, il a pris le risque de s'installer à nouveau à Tripoli avant même la fin de la guerre. Il n'a ni peur ni inquiétude, mais reste prudent. On a reçu quand même le message de l'ambassade de redoubler de précautions, ce qu'on fait. C'est-à-dire C'est-à-dire, même si on est tenté d'aller dîner chez un voisin, on n'y va pas. C'est-à-dire utiliser des voitures banalisées, c'est-à-dire, en tout état de cause, jamais sortir la nuit, et éviter, si possible, les déplacements à l'extérieur de Tripoli non nécessaires. On s'accommode de ça? Oui, à mon âge. À mon âge, oui. Olivier Bernos ne se déplace que la journée, toujours dans une voiture banalisée. La plaque d'immatriculation prévue pour les ressortissants français a été enlevée. Et il circule toujours, accompagné d'un chauffeur. Lui qui a connu les tirs dans les rues, trouve que la situation, malgré l'attentat, reste vivable. L'insécurité n'augmente pas, à mon sens. À mon sens. Elle diminue? Oui, à mon sens. Ça n'empêche pas qu'on envoie une bombe sur l'ambassade, mais qu'est-ce que vous voulez? S'il n'y avait pas de force de l'ordre devant l'ambassade à ce moment-là, c'est une lacune, c'est sûr. Mais comme tous les habitants de la capitale, et il en discute en anglais avec son chauffeur, Olivier Bernos a remarqué que toute forme d'autorité officielle devenait invisible. On peut circuler des dizaines de minutes à Tripoli sans voir un policier. Et des centaines de milliers d'armes sont en circulation. Il n'y a pas de police, il n'y a pas d'armée. Il y a des millions d'armes, et pourtant il ne se passe presque rien. C'est justement parce qu'il y a des armes que le pays est sûr. Les gens doivent se barricader. Et si je fais une erreur, ils peuvent me tuer. Les stocks de Kadhafi, en effet, ont été pillés après sa défaite. Anti-kadhafistes, kadhafistes ou islamistes, tout le monde s'est procuré fusils mitrailleurs, lance-roquettes ou explosifs, qui ont par exemple atterri ici. Armes automatiques dans la cour de récré. Nous retrouvons Assad, le chef de la milice Al-Andalus, une de celles du quartier de l'ambassade. Avec ses 400 hommes, il joue aussi les agents de police
pour protéger plusieurs écoles. Nous assurons la protection des élèves et des étudiants libyens et étrangers, tout le monde. Depuis le jour de la libération, c'est nous qui assurons la protection des établissements publics et privés. Et comme chaque chef de milice, Assad possède des dizaines de petites armeries clandestines. Il va nous montrer un de ses entrepôts. Cette pancarte a été mise par le Conseil national transitoire. Oui, ça c'est nouveau ça. Officiellement, le ministère de l'Intérieur contrôle plus ou moins les milices. Mais dans les faits, chacun fait un peu ce qu'il veut. Bonjour. Ça c'est une Kalachnikov. C'est pour les combats de rue. Et là, ce truc, ce fusil, il appartient au camp Hamis. Et ça, là, c'est fabriqué en Russie. C'est aussi fait pour les combats de rue. Ça aussi, c'est une Kalachnikov, une mitraillette, une roquette. Et ça, ce sont des casques pour protéger des balles et des fragments. Bon, ça, c'est un truc un peu plus traditionnel. Et ça, c'est une baïonnette pour fixer sur la Kalachnikov. Et ça, c'est quoi? Oh, ça, c'est une roquette. Et ça? Ça, je sais pas. Un peu plus tard, visite chez une brigade alliée qui, elle, possède sa petite cavalerie artisanale. Voilà donc ceux qui ont plus de pouvoir que l'armée ou la police. Il n'y a pas de pouvoir central. C'est donc plus facile d'agir pour les terroristes. Certaines de ces milices censées assurer la sécurité sont d'ailleurs islamistes. Dans la ville de Sirte, par exemple, à l'automne dernier, des religieux fondamentalistes ayant fait allégeance au nouveau gouvernement avaient transformé un bâtiment en prison. Le chef, Fawzi Bachir, un islamiste ancien prisonnier politique, s'était donc improvisé à la Libération, chef d'un tout nouveau service pénitentiaire. En plus, Fawzi, à l'époque, faisait la police lui-même, en choisissant ses suspects au cours des patrouilles de sa brigade. Ce jour-là, il est fier de nous montrer le fruit de ses saisies effectuées par ses hommes. Ce sont des drogues différentes. Là, vous avez de l'héroïne, du hashish ou des pilules de tramadol. Et quand vous arrêtez quelqu'un avec ces drogues, qu'est-ce que vous faites? Il ne passe pas en jugement, on le garde ici pour qu'il apprenne par cœur le Coran. Il y a des imams qui viennent pour l'éduquer. Il reste entre 20 jours et 1 mois, et après on le relâche. Normalement, c'est à la police de faire ça. Mais comme ils ne font rien, c'est nous qui sommes obligés de nous en occuper. C'est au sous-sol que se trouvent les détenus. Ils sont une quarantaine ce jour-là, la plupart pour détention d'alcool, de drogue ou vol. Ça, c'est la salle de prière. Et ça, c'est pour apprendre à bien prier. Là, c'est une chambre où les prisonniers dorment. Avec sa prison autorisée mais privée, Fawzi Bachir, comme toutes les milices fondamentalistes, milite pour une Libye islamiste. On veut que la base de ce pays soit l'application de la charia. C'est mon souhait personnel.
Mais vous voulez que ce soit la seule base? Oui, la seule base. La Libye a été gouvernée pendant 42 ans sans charia et regardez le résultat. Cette milice, qui a fait allégeance au nouveau pouvoir, n'est pas dans l'optique de mener des attaques comme celle contre l'ambassade de France ou celle contre le consulat américain de Benghazi où l'ambassadeur a été tué. Mais en octobre dernier, quelques semaines après cet attentat meurtrier, juste après la polémique sur le film « L'innocence des musulmans », Fawzi Bachir, à l'époque, ne condamnait pas. Qu'est-ce que vous pensez de cette attaque et de la mort de l'ambassadeur américain? Vous devriez me demander d'abord quel a été mon sentiment sur le film « L'innocence des musulmans ». Et après seulement, me demander mon sentiment sur la mort de l'ambassadeur. Franchement, on ne se réjouit pas de la mort de l'ambassadeur. Mais en même temps, cette mort, c'est un message envoyé au monde entier. Nous, on est contre ce film. Moins de 5 mois plus tard, cette prison tenue par des islamistes a pu être démantelée. Mais le gouvernement n'a toujours pas réussi à imposer son pouvoir. Et beaucoup, après l'attentat contre l'ambassade de France, pointent les salafistes libyens et ceux qui seraient donc arrivés du Mali. Rami El Obaidi a dirigé les services de renseignement du Conseil national de transition, l'Alliance des anti-Kadhafi. Il assure que le commandement d'Al-Qaïda au Maghreb s'est même installé au sud de la Libye. Qui est derrière cet attentat? C'est Al-Qaïda au Maghreb islamique et ses sympathisants libyens. Certains sont dans les régions de l'Est, d'autres sont au sud. Plus exactement dans la région de Fezzan, au sud de la Libye. La plupart sont issus du groupe islamique combattant en Libye, un groupe qui s'est battu aux côtés d'Oussama Ben Laden en Afghanistan. Le problème, c'est que la Libye offre un sanctuaire à ces terroristes. La société libyenne, en ce moment, leur permet de trouver une couverture idéale. Ils ont accès à de l'argent, des moyens logistiques et des armes. En plus, je pense qu'ils sont en train de se réorganiser. Et cette attaque est un avertissement personnel au président de la République. Une menace lancée au président français, qui se serait rendu coupable d'intervenir au Mali. Un attentat avec des complicités libyennes, mais rendu possible grâce à la porosité des frontières. C'est aussi ce que pense celui qui garde les frontières. Installé en bord de mer, dans une sorte de village vacances un peu triste, voici le chef de brigade 17, devenu une des unités presque officielles des gardes-frontières dans le désert. Moi, mon boulot, c'est de faire que ceux qui traversent la frontière ne soient pas une menace. Islamiste ou ex-kadhafiste, pour Jamal Khor, l'attentat est le résultat d'une alliance des deux. Les uns faciliteraient les actions des autres. Parce qu'il y a une autre chose ici, c'est que les partisans de Kadhafi sont très nombreux dans les pays voisins. En Tunisie, en Algérie, au Niger. Au Niger, il y a le fils de Kadhafi. Il y a beaucoup de partisans de Kadhafi qui sont au Niger. Moi, je suis convaincu qu'avec l'argent qu'ils ont réussi à faire sortir du pays, ils s'en servent pour financer ce genre d'activité dans le but de déstabiliser le pays et de faire obstacle à la création de l'État. Depuis son bureau parisien, le spécialiste du monde arabe Gilles Kepel, lui, apporte d'une certaine manière sa contribution à l'enquête. La voiture piégée aurait été déposée pendant une relève de la garde d'une des milices du quartier. Selon lui, il y a au moins une défaillance d'une de ces brigades qui assure à la place de l'État libyen la sécurité de Tripoli. Qu'est-ce qui a fait que la milice qui contrôlait ce quartier de Tripoli n'a pas assuré la sécurité? Est-ce qu'elle a été achetée? Est-ce qu'elle a été impressionnée par une milice plus importante? Est-ce que des réseaux plus idéologiques que territoriaux l'ont emporté? Ça, on ne le sait pas encore. C'est très difficile de savoir aujourd'hui, dans le désordre général de la Libye, qui doit être incriminé. Un mélange de banditisme, de lutte entre les différentes tribus, les différentes régions pour prendre le plus gros morceau du gâteau pétrolier, et puis là-dedans,
les nostalgies du kadhafisme et également les groupes salafistes djihadistes qui, eux, essayent de passer à travers la logique tribale pour faire prévaloir une idéologie qui, en l'occurrence, est anti-française. Il y aurait donc danger. À Paris, en cette fin de semaine, ils sont plusieurs à rester les yeux rivés sur la façade éventrée de l'ambassade. Frédéric Gallois a passé 14 ans au GIGN avant de quitter la gendarmerie. Il s'occupe aujourd'hui de la sécurité d'entreprises françaises dans des pays à risque. S'il y a une multiplication de ce genre d'attaques ou de menaces, effectivement, on va se retrouver sur le scénario à l'irakienne. En Irak, les prix sont entre 3 et 5 000 $ la journée, avec, pour une escorte blindée, hommes armés, etc. Actuellement, en Libye, c'est entre 500 et 1 000 $, parce qu'il n'y a pas besoin de tous ces moyens. Parce que justement, on travaille à minima, on a une sécurité qui est assez légère et qui ne nécessite pas d'investissement et de moyens lourds. Mais là, la donne va changer et on va progressivement mettre des moyens supplémentaires, des gens armés supplémentaires, peut-être une deuxième voiture, une voiture suiveuse, une voiture en ouvreuse. C'est un acte terroriste fort et qui là peut laisser augurer, c'est une hypothèse, peut laisser augurer une dégradation de la situation. À Tripoli, 4 jours après l'attentat contre l'ambassade, l'enquête avance. Au moins une caméra de vidéosurveillance a pu filmer certains membres du groupe qui ont déposé la voiture piégée. L'attaque n'a pas encore été revendiquée.